Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ce soir. Est-ce que tout le monde a pu trouver une place? C'est bon, vous cherchez, vous allez trouver. Il y a devant sinon, hein, je ne sais pas si on peut avoir deux places à côté, mais une place ici. Et puis, quelqu'un est placé à côté de lui ou d'elle? Là, oh là là. C'est pas du tout plein. Mais... Il y en a une autre sur le plan. C'est bon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je suis très heureuse de voir cette salle pleine pour plein de raisons, notamment parce que le film est sorti mercredi dernier avec une avant-première, un genre d'avant-première parallèle à l'ouverture du Festival de Cannes la veille. Et puis, quand on fait venir des réalisateurs ou des réalisatrices ou des équipes de films, c'est dans le cadre de la promotion des sorties en général, donc plutôt avec des dates d'avant-première ou de tout début de sortie pour essayer un peu de concentrer les entrées comme ça dans les tout premiers jours pour que le film ait cet élan qui est vraiment nécessaire au vu du nombre de films qui sortent et parfois trop courte durée d'exploitation. Et là, très naturellement et sans du tout se faire prier, et le distributeur Diafana et Pierre Salvadori ont accepté avec joie, je crois, de venir... que Pierre Salvadori vienne présenter ce film une semaine après la sortie, ce qui en fait est assez long pour ce genre de débat, donc je l'en remercie alors qu'il n'est pas encore là, mais j'en suis vraiment très heureuse. Il était venu déjà pour son précédent film La Petite Bande et pour une avant-première, mais il était aussi revenu pour animer des séances scolaires sur ce film qui étaient des séances absolument géniales avec 150 enfants qui hurlaient de joie en voyant un film où les enfants avaient le droit de vouloir faire exploser une usine de produits polluants. Voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance. Donc, pour toutes ces raisons, je suis très heureuse de recevoir Pierre Salvadori ce soir. Et je remercie Diafana, donc son distributeur. Je remercie aussi Rencard Médiès, notre association de spectateurs qui sont partenaires de cette séance. Voilà, il y a des applaudissements qui bruissent, non? Qui sont là ce soir. Donc, comme vous le savez, environ une fois par semaine, il y a une séance qui est en partenariat avec Rencard, qui permet aux adhérents d'y accéder pour un prix très modique, c'est 12 €. 2,50 €. Donc merci beaucoup à eux, c'est un partenariat très précieux pour nous. Et avant de laisser parler les images, je voudrais vous donner une date à retenir. Sauver la date, comme on dit en anglais, qui est le 4 juillet. Ce sera la date de notre fameuse, désormais, nuit de l'été du Méliès, le samedi 4 juillet, de environ 19h30 à environ 8h du matin. Les horaires ne sont pas encore calés. Il y aura 6 salles qui tourneront. 25 films, parce qu'on en sera un petit peu plus tôt pour permettre à des jeunes ados d'éventuellement enchaîner 3 films sans se coucher à 8h du matin, en commençant un tout petit peu plus tôt. Je ne vous dis pas encore le programme, mais je sens que ça va être splendide pour ceux qui ont la ref, et puis les autres, tant pis, vous verrez bien. Je vous souhaite une très bonne séance, et on se retrouve tout à l'heure avec Pierre Salvadori, si vous souhaitez échanger sur le film avec lui. Merci. Merci beaucoup à vous pour votre présence et pour cette merveille de film, vraiment. Merci à vous. Ça change. Ça change, me dit-on le premier. Je vais poser quelques premières questions, comme vous avez peut-être l'habitude, et puis quand vous avez envie quand vous êtes revenu dans cette réalité, que vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas.
en fait, en préparant la rencontre, on se pose toujours la question de comment on va démarrer, et il y a toujours cette idée de démarrer sur l'origine du film. On cherche parfois des choses un peu plus originales, mais j'ai entendu la réponse au détour d'une interview et je me suis dit que quand même, celle-là, elle était... rigolote. Elle était, oui, rigolote, et puis en plus, c'est une bonne introduction parce que je trouve que ça va aussi vers plein d'autres questions que soulève le film. Donc, la question est, d'où est venue l'idée de ce film? Alors, l'idée de ce film, en fait, j'ai joué en 2018 dans un film de Rebecca Slotowski qui s'appelait Planétarium. Et dedans, je jouais un réalisateur qui, avant-guerre, préparait un film avec Nathalie Portman. Et les dialogues, il n'y avait pas beaucoup de dialogues. Et Rebecca m'avait dit je vais te faire beaucoup improviser, donc si ça peut t'aider, je te raconte l'histoire du film que tu es censé réaliser dans mon film. Et donc moi je m'appelais Servier, je joue un réalisateur qui s'appelait Jean Servier, donc je lui dis bah oui, raconte-moi. Elle me dit voilà, donc c'est l'histoire d'une fausse voyante qui fait croire à un peintre qu'elle peut le mettre en contact avec sa femme disparue. Et ce faisant, elle tombe amoureuse de lui et du coup elle devient porte-parole de sa rivale. Donc, comme vous voyez dans le film, parce plus elle fait apparaître la défunte, plus elle disparaît aux yeux de l'homme qu'elle aime et qu'elle manipule. Alors j'ai dit, c'est génial cette idée, c'est vachement bien, tu devrais faire ça, c'est formidable. Et toi, elle dit, ah non, moi ça m'intéresse moins, mais si tu veux, prends l'idée. Ok, je prends. Et voilà, donc j'ai mis cette idée de côté. Ensuite, j'ai commencé à écrire un autre film et j'avais quand même celle-là derrière la tête. J'ai commencé une première fois à le développer, le scénario, avec un scénariste qui s'appelle Benjamin Charby. Et puis ensuite, j'ai fait La Petite Bande et j'ai fait En Liberté. Après, En Liberté, on pensait pouvoir le faire parce qu'en Liberté avait très bien marché. On se disait, c'est peut-être le moment de faire un film en costume. Voilà, et puis le producteur était un peu réticent. On a fait un autre film que je suis venu présenter ici qui s'appelle La Petite Bande. Et après, ça a été un peu long parce que Philippe Arpin, producteur, tenait beaucoup à une idée que j'avais eu il y a longtemps. J'ai écrit l'autre scénario. Et l'autre scénario que j'ai écrit pendant un an, c'était Bugonia de Lantimos. C'est-à-dire que quand j'ai fini d'écrire, il y a un film qui était exactement le même qui est sorti. Donc ça, c'était un choc terrible. Et du coup, on s'est dit, ben, on repart sur la Vénus. Voilà, et donc j'ai fait, si vous voulez, le film que je réalisais dans le film de Rebecca. Voilà. Et c'est ça, donc c'est un film qui est né dans un film. Il est quand même né sous des auspices assez... C'est un film qui est né dans un film, oui. Dans un film. Pardon, c'est l'histoire d'un film dans un film. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un film que j'ai commencé à l'intérieur de celui de Rebecca, que j'ai fini réellement, moi. Et c'était assez exaltant comme idée, je te dis. Et est-ce que la Vénus électrique, c'est... c'est mon côté acteur studio, j'ai fait le film pour bien comprendre le rôle, en fait. c'est acteur studio poussé à son maximum, je crois. Est-ce que, au-delà de tous les autres thèmes qui traversent le film et dont on pourrait aussi parler après, c'est pas un de vos films qui parle le plus en creux de cinéma, parce qu'on a quand même vraiment des questions sur le regard, sur le cadre, sur la création, et puis le spectacle, l'illusion, les bonimenteurs. Moi, la foire du début, avec ces bonimenteurs, on a aussi l'impression d'être avec des distributeurs, des exploitants qui vous invitent à découvrir leur film. Enfin, il y a vraiment quelque chose de assez... Certainement. Voilà. Donc... Là où je l'ai fait consciemment, c'est pas pour les bonimenteurs, même si moi j'ai fait du spectacle et du stand-up. Et donc j'ai été puisé dans cette expérience-là du rapport direct avec le spectateur. Mais là où je l'ai fait sciemment, c'est chaque discours qui est prononcé sur la peinture est un discours sur et autour du cinéma. Ça c'est clair parce que je n'avais pas suffisamment de connaissances et je n'aurais pas su parler, si vous voulez, de peinture réellement. Donc chaque fois qu'elle parle de peinture, quand elle dit j'aime les œuvres qui font de chacun de nous un artiste, j'aime les œuvres qui me récompense, parce que évidemment d'avoir fait le chemin jusqu'à eux, tout ça c'est moi qui parle des premières expériences, des premiers chocs cinématographiques que j'ai eus. Vraiment quand il dit j'aime les films qui me donnent le sentiment, j'aime les œuvres qui me donnent le sentiment d'être un artiste, je sais plus exactement, qui font de chacun de nous un artiste, c'est vraiment la première fois quand j'ai vu Le ciel de Tatton au Rochampeau, où j'avais vraiment l'impression que le cinéaste partageait avec moi la mise en scène, et j'avais l'impression qu'il m'aspirait dans l'écran, ou qu'il me parlait en tout cas, et que toute sa mise en scène était pensée par le regard que je pouvais avoir sur l'écran. Donc ça, je parle directement de cinéma à ces moments-là.
Et puis après, dans le film, il y a constamment oui, des références à mon amour de la fiction en tout cas, et une réflexion sur comment on raconte des histoires à l'intérieur d'une histoire. C'est pour ça que reviennent les ondes chinoises, toute la façon d'appréhender, si vous voulez, le journal, c'est une façon de dire mon amour pour la fiction. Voilà. De la même façon, je filme le scénario. Je disais au scénariste, ça serait bien de réussir à filmer le scénario par moment. Et donc, quand Gilles Lelouch donne un dialogue à lire à Suzanne, le dialogue apparaît en filigrane sur l'image, en fondu. Et c'est vraiment cette idée de renforcer le spectateur d'une façon discrète dans ce sentiment d'être en train de regarder une fiction. Voilà, c'est presque un aveu d'amour pour la fiction, et sans être méta ou je ne sais pas quoi. Et c'est constamment un film qui est dans le plaisir de la fiction, qui dit son amour de la fiction et son amour du cinéma aussi. Puisque j'ai jamais aussi autant utilisé l'ellipse, une façon de filmer et les outils du cinéma, je ne les ai jamais utilisés à ce point-là, si vous voulez, et avec autant de plaisir. Il y a aussi la question de comment on rentre dans cette histoire. Enfin, moi, il y a vraiment une scène qui me bouleverse, et la lumière est un peu forte, qui est la scène où Antoine se met à y croire et est bouleversé et pleure la deuxième visite de Suzanne chez lui. Parce qu'avant cela, on sent qu'il voit les ficelles. Nous, on les voit aussi parce qu'on est spectateurs, on est là pour ça. Et en fait, moi, c'est ce basculement du moment où lui, il croit complètement, et où moi, je me suis mise à y croire avec lui, et où j'ai pleuré avec lui. Et ça, je trouve que c'est vraiment assez merveilleux. Et je me disais que peut-être c'était dû, entre autres, à une chose, à un changement de registre de jeu des comédiens, peut-être, sur notamment Anaïs de Moustier, qui a cette évolution dans son jeu. Au début, elle joue mal, exprès, la voyante, et ensuite elle joue de mieux en mieux. Je me demandais comment cette progression se travaillait avec une comédienne ou avec un comédien, parce que c'est un peu aussi le cas de Pio Marmaille, qui après avec un personnage qui est moins dans les ficelles et dans les secrets de fabrication, bien sûr. Oui, il est plus candide, vous voulez dire. Ouais. Voilà. Donc la question, c'était comment est-ce que... Au fond, réellement, chaque scène implique... chaque scène, elle vous oblige à quelque chose. Il y a pas je ne peux pas vous dire que j'ai pensé ça en disant là, le jeu de la comédienne va légèrement infléchir et aller vers plus de sincérité. Au fond, d'abord, le film est une comédie. Il y a des ironies dramatiques dans ce film, c'est-à-dire que vous savez des choses que le spectateur ignore, qui est vraiment un principe de comédie, et donc il faut tenir compte de ça pour fabriquer cette comédie. Après, pour ce qui est de l'émotion qui arrive, de toute façon, moi j'ai beaucoup cette idée qu'on ne peut pas faire une comédie sans souffrance, qu'il ne peut pas y avoir de récit sans souffrance, et il ne peut pas y avoir de comédie sans souffrance. Et après, c'est vraiment une question de point de vue. Est-ce qu'on a réussi ou est-ce qu'on a envie de mélanger des émotions? Et moi, c'est quelque chose vers lequel je tends de plus en plus. Je ne dis pas de mélanger les gens, mais de mélanger et de faire cohabiter les émotions. Et je pense qu'au moment où le spectateur, sait qu'elle ment, elle a mis ses faux yeux, et elle a ce petit décalage, et cette espèce de malice et d'ironie, on sent qu'elle se joue un peu de lui, et puis tout à coup, elle est rattrapée par l'émotion de Pio. Moi, j'ai besoin, à ce moment-là, que le comédien soit joue la croyance absolue, et l'inquiétude, et la peur, l'effarement. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, quand j'écris, je me mets vraiment dans cette idée que je pourrais tout à coup parler avec des gens que j'aime et qui sont morts. Et ça me bouleverse quand j'écris. Donc il faut se mettre dans cet état-là quand on écrit, et il faut que l'acteur se mette dans cet état-là quand il joue. Saint-Pio, il a cette aptitude à faire croire. Quand il va voir Gilles Lelouch et qu'il lui dit « je parle avec Irène », et je le regarde à chaque fois habité complètement par cette idée, cette peur de devenir fou. Et là, il y a vraiment besoin d'une grande croyance. C'est la scène qui commande ça, en fait. Et j'ai besoin d'un contrepoint. Après, la peur, et ce qu'il faut faire, essayer de faire, c'est de garder un équilibre pour qu'elle continue à nous abreuver, à nous nourrir de comédie, et qu'en même temps, on ait cette capacité à avoir de l'empathie et de la peine, je dirais tout simplement pour Pio.
Vous savez, c'est comme une musique, il peut y avoir plusieurs tempos dans une musique. Et moi, je crois que le spectateur, il peut absorber ça et le vivre pleinement des deux côtés. Et l'ironie du côté d'Anaïs et la mélancolie du côté d'Antoine qui croit à ces choses-là depuis haut. Ah oui, pour moi, ça a fonctionné à 200%. Je confirme. Mais moi aussi, vous savez. Non, mais j'ai ce truc, je sais pas, on peut avoir différentes qualités, mais il y a un truc que j'ai, moi, la chance que j'ai, c'est que je peux voir plusieurs fois mon film et me marrer des conneries et être ému encore et encore. Et si je suis plus ému, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on a mixé en Belgique, parce que vous savez, maintenant il y a cette histoire de coproduction. Donc on a mixé en Belgique, on mixe, tout va bien. Et puis à un moment, on va faire ce qu'on appelle une écoute de mix dans une salle exactement comme celle-là. On était 9, il restait 3 jours de mixage, et puis après c'était calme. Hein. Et je regarde le film, rien. Je regarde le truc, ça ne me faisait rien. Et je me suis dit, je dois... Ça y est, je suis rincé, j'arrive plus à être ému, à accrocher la pellicule, l'image. Et en fait, j'ai dit non, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et tout le monde était tétanisé derrière et tout. Et heureusement, il y avait 2 jeunes stagiaires, et je leur ai dit, est-ce que vous, qui avez suivi un peu la post-production, vous avez dit non, elles ont osé dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas, et heureusement. Et on est retourné, et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de montage son, il y avait trop de bruit, machin, qu'il y avait trop de voix qui avaient été retravaillées trop pour faire passer 3 pauses synchro. On retravaillait tous les directs. Vous savez, ce sont des choses, l'émotion et la capacité du spectateur à être happé par une scène, c'est très fragile. Et si à un moment il y a trop d'oiseaux, de chiens qui aboient, de musique derrière, tout doucement notre cerveau c'est comme un mixeur, une table de mixage, quoi. Hop, l'esprit se disperse un peu et on perdait cette attention. Voilà. Donc c'est très très fragile et ça me frappe à chaque fois d'ailleurs à quel point c'est fragile. Donc il faut veiller jusqu'au bout à tout ça et pour préserver une émotion, quoi. Ouais, faut la garder. Et la séance avec 3000 personnes, première séance publique au l'ouverture du Festival de Cannes, c'est une émotion de quelle nature? Ah oui, je peux tout à fait vous dire de quelle nature c'était effroyable. Mais moi j'étais très content, je pensais que ça allait être super, j'étais dans de bonnes conditions, mais oui, je vais vous raconter un truc marrant, quoi. Pas marrant du tout sur le moment, mais donc il y a eu une caméra, parce que vous savez qu'au début c'est filmé, c'est à la cérémonie, et ils ont oublié une caméra. Ils ont mis une caméra à France 2, et la caméra, elle a sa batterie qui a commencé à se décharger. Voilà, donc si vous voulez, moi je suis là, il y a une immense salle, et on entend ici, pip, 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 une demi-heure ça dure. Une demi-heure. Maintenant c'est drôle, d'ailleurs c'est drôle comme d'où vient la comédie. Maintenant c'est drôle, mais pendant, et je le raconte de façon sophroque, mais c'était effroyable, et surtout c'était d'un côté. Donc des gens me voyaient m'agiter, ils ne comprenaient pas pourquoi, me tordre dans mon fauteuil, c'était horrible. Et je voyais que les gens regardaient, donc n'accédaient pas. Vous pensez que j'ai enlevé tous les oiseaux au mixage et je me retrouve avec une batterie de caméra, donc c'était terrible. Terrible. Voilà, une demi-heure de souffrance vraiment, et après je n'arrivais plus, je tremblais, j'étais en train de trembler. Quoi. Et après, le film se termine, et je me dis, bon, on va voir, il paraît que les gens applaudissent longtemps, tout ça. Et ils arrivent avec une caméra, on se lève et tout à coup, pouf, je vois la caméra qui saute, l'image qui s'arrête. Et donc, on ne pouvait pas relayer. Et donc, il y a eu une deuxième panne à la fin. Donc, ce n'était pas une expérience extraordinaire pour moi. Voilà, j'ai mis du temps à m'en remettre. Hein. Non, c'était horrible. C'était horrible. Ouais. Voilà mon expérience canoise. Qui veut revenir sur le film ou sur cette cas sur Cannes, sur qui veut revenir? J'ai posé dans l'ordre de hauteur. Oui. Quel a été l'accueil? C'est ça la question qu'on se pose tous. Il y avait 3000 personnes, comment ils ont réagi? Alors après j'ai su que... mais eux peut-être pas. Non, après j'ai su que ça s'était très bien passé, mais pour moi, en plus que vous êtes à un endroit où vous n'entendez pas bien parce que le balcon avance beaucoup, donc je n'entendais pas les rires. Et pour moi c'est très important. J'adore, là on ne peut pas parce que l'entrée elle est là, mais moi j'adore revenir à un quart d'heure, 20 minutes avant, et je regarde plus les spectateurs que le film. Donc
je ne savais pas comment réagissaient les gens, et j'ai su après par les distributeurs et par tout le monde que les gens étaient heureux, et par les gens qui viennent vous voir et vous parler, mais je me suis plus rendu compte le lendemain, avec des retours de spectateurs, de la façon dont ça s'était passé, dont ça se passait à Paris. Mais je vous dis, ça n'a pas été une expérience pleine et heureuse pour moi, pour des raisons stupides. Pas du tout par trac ou quoi que ce soit, j'avais un peu confiance dans le film. Même si c'est toujours un pari de faire une comédie, mais autant en liberté, quand on l'avait présenté à la quinzaine, j'étais en plein milieu de la salle et je voyais les gens rire et c'était extraordinaire, autant là, c'était pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Donc pas une bonne expérience. Bonsoir. Bonsoir, je voudrais savoir le budget du film. Le budget du film, c'est 10 millions d'euros. C'est le coût de fabrication du film. Oui. C'est pour ça qu'on a dû faire une partie en Belgique, parce que le film était un peu cher. Et donc vous avez des coproductions et des crédits d'impôt, des aides de cet ordre-là. Bonsoir, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais également énormément aimé En Liberté. Et du coup, je me demandais par rapport à Pio Marmaille, à chaque fois, du coup, dans vos films, on le voit dans un rôle un petit peu crédule, candide, absurde. Et du coup, vous aviez cette idée-là de la Vénus électrique au départ. Est-ce que vous avez aussi écrit pour Pio Marmaille, avec cette idée d'avoir un peu ce même personnage, comment vous avez vu les choses avec lui? Alors j'ai écrit effectivement pour Pio, qui là aussi, c'est vrai, joué une victime, un candide dans Liberté. Alors, un jour on m'a demandé qu'est-ce que c'est un grand acteur. Je faisais une émission de radio, mais qu'est-ce que c'est un grand acteur? Je dis, qu'est-ce que je vais répondre à ça? C'est très compliqué parce que... Et puis j'ai eu cette idée qu'au fond, et je le crois vraiment, un grand acteur, c'est quelqu'un qui vous aide à écrire. Voilà, un grand acteur, c'est quelqu'un qui a une personnalité suffisamment forte, intrigante et poétique, ou drôle, quelque chose qui, quand vous écrivez, vous porte. Et c'est plus facile d'écrire pour eux. Je pense que, par exemple, quand les gens écrivaient pour Louis Jouvet, il y avait quand même un personnage, un caractère, ou pour Gabin, ou pour De Funès, si tant est qu'on écrive à un moment pour De Funès, plutôt qu'on mette en place un système qui va lui permettre d'exploser à l'intérieur du film. Mais en tout cas, quand on pense à des corps burlesques ou à certains acteurs, c'est plus facile. Et donc, c'est vrai que j'ai ce lien avec lui, mais c'est parce qu'il m'aide aussi à écrire. Après, la candeur du personnage, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous faites une comédie, quand moi j'écris une comédie, ça part souvent d'une dissimulation, d'un mensonge, d'une manipulation. Pourquoi? Je reviens à cette idée d'ironie dramatique, c'est que le spectateur, vous savez quelque chose que qu'un des personnages ignore, c'est ce que je trouve magnifique dans le cinéma. C'est la dimension presque démocratique du cinéma, c'est-à-dire que vous pouvez inviter le spectateur à participer au film. Pourquoi j'aimais autant Le ciel peut attendre? C'est parce que pour une fois, je comprenais en quoi consistait l'écriture, en quoi la mise en scène était une écriture, et comment, si le film il avait été fait par quelqu'un d'autre, il n'aurait pas été comme ça. J'ai compris à quoi ça servait un réalisateur et qu'est-ce que c'était d'avoir un point de vue. Donc ce cinéaste, il s'est occupé de moi qui était dans la salle. J'ai compris son écriture, j'ai compris où il voulait en venir. Il y avait une espèce de sentiment de faire partie du film. Voilà. Et ça me plaît énormément. Et quand un cinéaste utilise les outils du cinéma comme il fait, ça me bouleverse encore plus. Comme par exemple, il y a quelque chose que j'aime énormément au cinéma, c'est l'ellipse. L'ellipse, vous voyez, c'est quand au fond on coupe entre deux scènes et que vous, spectateurs, vous faites le chemin et vous imaginez ce qui s'est passé entre ces deux scènes. Par exemple, j'avais fait un film qui s'appelle Hors de prix, et je me rappelle qu'à un moment, Audrey Tautou, elle devait se prendre une cuite. Et donc, elle était au bar, il y avait un cocktail, un verre, un cocktail, hein, et elle boit un coup. Et je me suis dit, comment je vais faire? Il faut qu'elle en boive 7. Je me suis dit, un coup comme ça, je vais filmer un coup de verre comme ça, puis je vais boire. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait cette petite ombrelle dans les cocktails, dans les verres, vous savez. Et donc, elle boit son verre, elle le repose, elle prend l'ombrelle, et elle la plante dans son chignon. Et ensuite, vous faites un cut, et on commence la caméra dessus, et il y a 7 ombrelles dans le chignon, et le spectateur comprend qu'elle a bu, etc. Ce petit moment où vous coupez, à l'époque dans la pellicule, vous sacrifiez d'ailleurs une image du négatif pour faire un collage, c'est le moment où on invite presque le spectateur, c'est la place du spectateur presque physique dans la pellicule et dans l'image. C'est toutes ces choses-là, si vous voulez, qui me font aimer autant le genre et la comédie. Alors, vous avez questionné sur Pio au départ,
C'est cette idée du candide, de celui qui ne sait pas, alors que nous on sait. Et c'est tout ce système qui se met en place qui me fait pencher et aimer autant la comédie. C'est son mouvement et cette invitation permanente à danser avec le spectateur ou à l'intégrer d'une certaine façon dans le film. Et c'est ce qui me fait un art populaire. C'est ce truc où vraiment, comme je le dis dans le film quand elle parle des tableaux, c'est donner le sentiment que quand elle dit voilà, merde, attends, je m'embrouille, mais quand elle dit toute cette phrase, quand Anaïs lit tout ce texte sur le rapport à l'œuvre et qu'elle est partagée avec celui qui la regarde, et bien c'est vraiment toute mon idée du cinéma. Voilà. Je ne sais pas bien si j'ai répondu sur Pio, mais bon, et puis en même temps, il a cette capacité à jouer la stupéfaction, ce côté, un mélange d'émotions et d'étonnement que je trouve extraordinaire, mais il peut jouer plein d'autres choses, hein, Pio. D'ailleurs, il en a marre parce qu'il me dit Pierre, on me fait tout le temps pleurer au cinéma, on n'arrête pas de me demander de pleurer au cinéma. Je crois qu'avec l'attachement, ça a été un peu rude, à la fin, il n'en pouvait plus. Donc, mais bon, il a cette capacité à émouvoir. Ouais. Moi, je ne sais pas écrire les méchants. Monsieur. Moi, j'ai une petite question. Déjà, je trouve que, enfin, bravo, ça fait la deuxième fois que je vois le film. Je trouve qu'il a une grâce folle, que c'est un. Moi, je suis un très gros fan de un peu tout le film, et notamment Les Apprentis, le premier, qui est pour moi une des meilleures comédies françaises ever de tout le temps. Et c'est ma question, c'est une question un peu de montage. C'est que vous filmez finalement pas si souvent que ça les tableaux dans le film. Vous les filmez, mais des fois vous décidez de les mettre hors champ. Oui. Savoir si vous les avez tournés et si c'est un choix délibéré de montage, j'imagine que oui, et pour quelles raisons. Et voilà. Alors c'était même un choix de tournage. C'est-à-dire que je me suis... Si vous voulez, il y a un pacte constant avec le public, et le public c'est pertinent, Pio n'est pas peintre. Et ce rapport à l'art, c'est très compliqué. Je crois que Piala, quand il a tourné Van Gogh, il ne voulait pas qu'on voit Dutronc peindre. Parce qu'il y a cette conscience absolue que là, c'est faux. C'est même ce rapport aussi au film d'époque où je me suis beaucoup interrogé, parce qu'on sait immédiatement que le premier plan large, comme vous allez voir, il est faux, il est fabriqué. Donc comment l'éviter au maximum? Et je me suis dit, il va y avoir deux choses, c'est montrer Pio peindre ou pas, et montrer les tableaux ou pas. Et je ne voulais pas montrer les tableaux parce que j'avais l'impression que sinon j'allais déplacer la question vers est-ce que c'est beau ou pas, est-ce que c'est pour ça qu'il est connu, c'est donc ça son œuvre, etc. Alors que c'est prétexte, c'est un pur prétexte. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, d'être amplifié par quelqu'un d'autre pour peindre, mais c'est plus un rapport à la vitalité qu'à l'art. C'est pas du tout un film sur l'art, c'est un film plus sur la vitalité, sur l'amour, sur le deuil, sur tout ce que vous voulez, sur le rapport entre l'art et l'argent. Parce que comme on dit, quand ça parle de cinéma, Armand c'est vraiment mon producteur, je le connais depuis 30 ans, et on a exactement les mêmes rapports tordus d'amitié et parfois pour lui d'intérêt et pour moi de nécessité. Donc c'est beaucoup plus un film sur d'autres émotions qu'un film purement sur la peinture. Donc au départ, j'avais même dit on ne verra jamais les œuvres. Et après, ça s'est avéré très compliqué. Je me suis demandé si ça n'allait pas arriver presque comme quelque chose de maniéré, jamais montrer les œuvres, et si le fait de ne pas les montrer, ça n'allait pas finir par se voir énormément et prendre trop de place. Et heureusement, le chef d'écho avait prévu les œuvres. Heureusement. Parce que moi, j'ai vachement travaillé sur l'arrière. Vous savez, à un moment, on voit vachement l'arrière des peintures. Je m'étais beaucoup concentré sur l'arrière. Bon, après, on a essayé de dire aussi quel type de peintre c'est, à quel type de peintre ça peut ressembler. On s'est beaucoup inspiré des œuvres de Suzanne Valadon pour ce que faisait Antoine, etc. Mais au départ, oui, c'est une très bonne question parce que j'ai réfléchi, mais à n'en plus finir sur montrer ou pas montrer les peintures. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais souligner deux ou trois choses qui est très troublantes. Votre film repose sur beaucoup de choses très troublantes, puisqu'il y a ces moments de voyance où l'actrice Anaïs est tellement persuasive que... moi je me suis fait un peu avoir parce que j'ai la prétention de ne croire à rien au niveau métaphysique. Et... dans les moments de voyance où Irène réapparaissait au travers d'Anaïs, c'était assez extraordinairement
troublant et tellement bien joué que voilà. Et puis aussi, il y a ces moments des journaux intimes qu'elle découvre dans les tiroirs et où les deux amis rejouent des scènes, c'est ça. Oui, ça, j'ai trouvé ça magnifique. Oui, j'ai trouvé ça magnifique parce que on a l'impression d'un abîme un peu, je sais pas. Oui, mais ce que je veux dire, mais je vois très bien parce que évidemment on pense à toutes ces choses-là quand on écrit ce rapport à la croyance. Et moi je suis comme vous, je prétends a priori ne croire en rien, mais au fond le souvenir nous a dit que la dette avec les morts elle existe. Moi je pense il en est question dans le film, il lui dit les morts sont humbles, ils ne demandent rien. Et lui dit c'est pas vrai, les morts nous demandent. En tout cas, on peut avoir ce sentiment de devoir quelque chose aux morts, ne serait-ce qu'à ceux qui vous ont élevé et qui vous ont appris les choses, et le sentiment de la dette qui peut peser même après la mort, et qui peut être très lourd. Toutes ces questions-là, elles étaient intéressantes. Et vous savez, moi, un jour, j'ai demandé à mon père, qui était très pragmatique, mais est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort? Je lui ai raconté ça, et il m'a dit, il était déjà assez malade, assez vieux, il m'a dit, mais oui. Alors là, j'étais stupéfait, puisqu'il n'était pas du tout croyant. Et il m'a dit, tu sais, mon fils, je rêve beaucoup. Et je rêve de mes parents au village en Corse, je rêve d'eux. Et il m'a dit, c'est tellement réel, et je passe tellement plus de temps dans le sommeil que dans l'existence. Au fond, je vis plus avec eux qu'avec toi. Et je me suis dit, merde, mon père est devenu une sorte d'apache. On aurait dit un vieil indien, me parlant d'importance des rêves, etc. Donc ça pèse aussi beaucoup sur le film, le besoin absolu de croire qu'a Pio, et aussi l'idée de cette culpabilité qu'il habite, et qui habite d'ailleurs pas mal de personnages, hein, à partir du moment où on aime, on culpabilise. Voilà, donc ça court beaucoup dans le film. Une dernière chose, parce que je ne veux pas accaparer le micro, je voulais vous féliciter, toute l'équipe, pour les magnifiques caractères que vous avez utilisés pour le générique, les noms, le titre, c'est magnifique. Et la reconstitution du monde forain, vraiment, moi, Alors, il y a un monsieur qui était très important pour ça, alors j'ai oublié son nom, je l'ai mis dans le générique, c'est un des derniers peintres de foire. Et il était extrêmement impressionnant, et il avait un rapport à l'art, d'ailleurs, totalement détaché. Alors que le film parle et lui, c'est un homme qui a peint dans les foires, dans les cirques, et il était incroyable, parce qu'il arrivait, et il fallait peindre une roulotte, il commençait à gauche, il finissait à droite, il fallait faire des lettrages, et il y avait un rapport, très modeste à tout ça, et très désacralisé. Et pourtant, il avait un talent incroyable. Un jour, je l'ai fait revenir en Belgique, puisque la foire était en Belgique, au pied d'un des fortifications de Paris, hein. Et parce que je voulais repeindre un peu la roulotte de la voyante, je trouvais que c'était pas assez de choses dessus. Et puis, donc, on me dit, voilà, il faudrait mettre des trucs là. Je veux pas parler 25 minutes avec le chef d'éco, je lui dirais, je me suis peut-être trompé, peut-être il faut rien faire et tout. Je me retourne, il avait déjà fini. C'était d'une fluidité, d'une rapidité, quelque chose de très décomplexé, où ne pas être inspiré n'existait pas pour lui. C'était très étonnant, et ça m'a beaucoup intéressé, ce rapport qu'il avait à la fabrication d'images, à la production d'images, si vous voulez. Bonjour, merci beaucoup pour ce merveilleux film. Moi je trouve que en fait la côté c'est pas seulement une comédie, pour moi je trouve qu'il y a cette partie de quelque chose de tellement touchante et intime. Je trouve que c'est assez très bien ajusté cette comédie qui accompagne cette chose-là. Et j'aimerais savoir, quand vous avez écrit, vous êtes à la place de personnages, chaque personnage quand vous écrivez, ou plus en tant que spectateur, ce que vous voulez, ce que vous voyez ou... Oui. Disons qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la structure. C'est la partie la plus technique et la plus laborieuse de l'écriture d'un scénario. Donc là, je suis avec le scénariste et on a des conversations, parfois qui vont très loin sur plein de choses, et on essaye de fabriquer la structure. Je ne fais pas les dialogues.
j'attends jusqu'au bout pour ne pas avoir un film linéaire qui va être porté par les dialogues. Je me dis, une structure, on pense à tout ce que vous voulez, au rebondissement nécessaire, à la mécanique, voilà, et au sens, constamment, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Sur ce film-là, on est parti de 2 personnages. Et c'est quelque chose que je referai, je pense, régulièrement. C'est-à-dire que je me rends compte que je n'aime pas les films à sujet, les films sur le divorce, les films sur le cancer, les films sur... Ce sont des choses en soi qui sont graves, importantes, tout ce que vous voulez. Mais je me méfie quand un film aborde un sujet. Mais je me rends compte que plus mes personnages sont riches, plus, quand ils vont se déplacer dans le récit, les sujets vont remonter tout seuls, comme si vous marchez dans un lac et que vous remuez un peu de la base, les sujets vont remonter tout seuls à la surface. Donc au départ, la mécanique, ensuite, évidemment, des sujets arrivent, et là on voit ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, la culpabilité, comme un baume qui vous empêche peut-être aussi de réellement affronter certaines choses, l'art et l'argent, la trahison, est-ce qu'on peut aider et aimer quelqu'un dans un même mouvement? Est-ce qu'on peut aimer est-ce qu'on peut aider et trahir quelqu'un dans un même mouvement? Est-ce qu'on peut aimer et trahir quelqu'un dans un même élan? Et puis l'intérêt personnel, on s'est rendu compte très vite que les personnages étaient très vite rattrapés par l'intérêt personnel, et ça je trouve que c'était quelque chose de très intéressant, parce qu'on a beau tous dans nos vies vouloir tendre vers une forme de beauté ou de bonté, il y a toujours un moment où on est rattrapé par l'intérêt personnel, et c'est notre rapport à ça qui nous définit ou qui nous place un peu dans le monde, voilà. Bon, tous ces sujets-là, ils arrivent, on les traite, on les écarte, etc. Et ensuite, il y a les dialogues. Ça, les scénaristes ou le scénariste, il repart à d'autres films, et moi j'écris tout seul les dialogues et l'adaptation et les dialogues. Parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelait Mankiewicz, qui disait qu'au fond, pour lui, l'adaptation et le dialogue, c'est le début, il appelait ça de la mise en film. C'est-à-dire que c'est le moment où vous commencez à voir le film et où, dans les didascaliers, dans la façon d'écrire, vous induisez déjà la mise en scène, le rythme, et l'idée et le ton de votre film. Voilà à peu près comment je travaille. Et puis après, vous êtes aussi traversé par plein de trucs. On parlait de Mankiewicz, et pendant que j'écrivais, j'ai revu un film de Mankiewicz, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est magnifique, qui s'appelle Madame Lumière et son fantôme. Et les gens le présentent beaucoup comme une comédie romantique, l'histoire d'amour d'une femme qui tombe amoureuse d'un fantôme. Mais c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de la beauté, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une femme qui ne peut pas faire son deuil, elle est jeune, elle a perdu son mari, puis elle achète une maison dont personne ne veut parce que cette maison est soi-disant hantée, et dans cette maison, il y a un tableau, et on lui dit, il y a un fantôme, etc. Et effectivement, elle rencontre le fantôme, et en gros, c'est l'histoire, Mankiewicz dit, c'est l'histoire d'une femme qui veut autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette phrase, l'histoire d'une femme qui veut autre chose. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour écrire et penser le rôle d'Anaïs. Et puis cette idée de transcendance, c'est-à-dire qu'elle choisit, à défaut de l'amour, elle choisit la beauté, elle choisit l'art, et c'est quelque chose que le personnage d'Anaïs va rencontrer, puisqu'au fond, à travers le journal intime, elle est irriguée par son alliée morte, par Irène. Et ça, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant. Bon, voilà, après, c'est toutes les thématiques. Quand vous dites elles lisent ensemble, c'est mon amour de la fiction, c'est elles lisent, elles trouvent une forme de liberté dans la lecture, d'apprentissage, elles s'élèvent toutes les deux, et puis aussi de passe-temps, c'est comme une série, ou comme au XIXe siècle, le feuilleton, le roman feuilletonesque, qui paraît, voilà, il y avait toutes ces idées qui se mélangeaient et qui venaient nourrir aussi le récit. Merci. J'ai aussi une question. En fait, comme c'est un film d'époque, avant, et aussi je trouve que les personnages, ils sont, les comédiens comédiennes, ils ont travaillé leur, plein de choses en termes d'attitude, de manière de parler, tout ça. Est-ce qu'il y a une grande préparation en termes de direction d'acteurs Par rapport à l'époque, vous voulez dire? Par rapport à leur... je trouve qu'il y a une composition pour les personnages. Ils ont travaillé, je trouvais que... Non, on ne répète pas. Okay. Moi, j'ai une idée de la musique du film, du rythme, mais ensuite, je travaille avec eux pour arriver à ça. Et moi, j'ai une croyance, c'est que l'acteur, il ne faut pas qu'il joue le rôle.
L'acteur, il faut qu'il joue le film. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne dans quel film il est, quelle est la tonalité du film et qu'il épouse cette tonalité-là. Parce que la vérité dans un de mes films, ça ne va pas être la vérité, la même vérité chez Assayas ou chez Desplechin ou chez qui vous voulez. Si vous, le deuil ou la mort, ou voir quelqu'un mourir, il y a 10 vérités différentes. Et chaque vérité appartient au film. Je ne sais pas si j'arrête à bien m'exprimer là-dessus, mais si vous voulez, il y a le ton d'un film, il y a sa musique, il faut la comprendre et interpréter dans ce mouvement-là. Il y a des acteurs qui ne comprennent pas. Vous faites un film et puis tout à coup vous apercevez que, je me rappelle sur En Liberté, Adèle, au début, elle avait du mal à jouer la comédie, Adèle Haenel. Et elle pensait qu'il fallait faire rire en faisant des choses un peu outrées, un peu accentuées. Et je lui dis non, il faut croire, au contraire, il faut croire à ces scènes qui sont improbables. Et il faut jouer avec beaucoup de sincérité. Et puis, au bout d'une semaine, à force de réajuster, elle est arrivée le lundi, c'était Catherine Hepburn. C'était extraordinaire, elle jouait, elle avait de la vitesse, de la langue, elle comprenait les ironies, les décalages, etc. Tout à coup, l'acteur comprend. Ou il ne comprend pas. Et là, s'ils n'ont pas compris le premier lundi qui suit le deuxième lundi, on va dire, hein, là, vous savez que ça va être très très dur pendant 10 semaines. Et il faut réajuster. Vous réajustez tout le temps. Et c'est compliqué, parce que vous allez faire 4 prises sur l'acteur qui a compris, et puis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et à un moment, l'acteur se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, vous vous dites, pour pas qu'il s'inquiète trop, je vais en faire un peu plus de l'autre côté. Et l'autre, de l'autre côté, il dit, mais pourquoi il fait autant de prises? Parce que les gens qui jouent, ils comprennent très vite, ceux qui savent, et ça. Donc, c'est une histoire d'ajustement et aussi de diplomatie. Mais ça, c'est moi, je trouve ça merveilleux sur les plateaux, d'aussi ajuster tout ça, quoi. Très bon dans la réponse, je vais faire plus bref. Merci pour votre film. Aussi, je vais vous poser une question sur la façon, sur votre inspiration pour écrire les dialogues. Mais avant ça, je voulais parler un peu de cette comédie, des images qui restent, et même du sentiment, parce que même après avoir visionné votre film, j'ai encore un sentiment qui reste sur le personnage d'Anaïs, qui, quelque part, a aussi peur qu'on découvre son rôle, elle a des sentiments, donc on vit un peu avec elle cette crainte d'être découverte, donc ça c'est quelque chose qui reste après. J'ai aussi cette image un peu comique de Pio qui est accroché avec ses fils, et finalement celle-là, c'est des images qui restent finalement, oui, il reste longtemps, il reste longtemps accroché, et c'est assez fort, je trouve, en tout cas c'est des images qui me restent. Et ma question, un peu comme Anaïs qui a son petit rituel, son petit rouge à lèvres ou son petit baume qu'elle passe, vous avez des rituels pour écrire l'inspiration? C'est votre enfance qui vous inspire? Comment est-ce que votre inspiration, c'est le matin, c'est le soir, comment est-ce que vous avez construit tout ça et comment est-ce qu'on écrit en fait? Oui, je vais vous répondre vraiment, ça va être une banalité. Et c'est surtout, je crois pas du tout en l'inspiration, c'est-à-dire qu'il faut travailler énormément. Je travaille énormément et longtemps. Et je mets beaucoup de temps entre chaque film parce que, alors, il m'arrive de rester face au scénariste. Parfois, on ne trouve pas pendant 3-4 jours. Et bon, donc il y a une sollicitation, une réflexion permanente. Et d'ailleurs, je me méfie de l'inspiration parce que j'ai rencontré un jour un cinéaste, pareil, il est très sympathique et tout ça, il me dit j'attends un peu, j'ai pas d'inspiration. Et je dis si tu attends l'inspiration, tu vas faire des films d'aristocrates. C'est-à-dire que c'est croire qu'à un moment, l'inspiration vous choisit et que vous êtes suffisamment poreux, sensible pour intégrer une forme de grâce qui viendrait dans ses eaux. Je ne crois absolument pas en ça. Évidemment qu'il faut avoir des idées, mais il faut savoir les attendre, il faut savoir les provoquer. Je crois qu'on provoque les idées. Et je crois qu'on provoque aussi les idées chez les gens avec qui on travaille. Parce qu'un scénariste, maintenant, c'est plus tout à fait comme avant. Il attend que vous le sollicitiez, il faut guetter, et il faut créer une stimulation permanente. Un film demande énormément d'énergie, du début à la fin. Je me rappelle, j'avais fait un film qui s'appelait Dans la cour, avec Catherine Deneuve et Gustave Terden. Et à un moment, Gustave, il meurt d'une overdose, et on avait fait venir des vrais mecs du SAMU pour faire le truc, quoi. Voilà. Et donc, il commence à faire ça, il nous montre, et puis il joue vraiment le rôle des infirmiers. Les infirmiers jouent les infirmiers, et ils raniment. Et je les regarde avoir cette énergie folle sur ce corps. Et il dit, voilà, c'est musique, il faut chanter en même temps, je fais les chansons, Et je les regarde transpirer. Je dis, voilà, c'est ça, faire un film. Un film, c'est ça, c'est un cadavre. Et le jour où vous arrêtez de pomper, le film meurt. Et donc, vous pompez pendant le début à l'écriture, il faut injecter cette énergie, susciter les idées,
essayez de les provoquer en vous. Voilà, c'est vraiment un travail d'agitation permanente, de doute, de peur, mais les idées arrivent. C'est comme un truc de coca, il faut secouer, puis on frappe. Mais il faut tout le temps chercher. Moi, je crois beaucoup en ça. Et après, c'est la même chose sur le plateau, il faut de l'énergie. Mon producteur, qui est mon ami et mon producteur, et qui est donc ni ami ni Armand, il me dit, Pierrot, tu feras des films jusqu'à 90 ans. Je dis non, Philippe, tu n'imagines pas ce que ça demande comme énergie. Je ne vais pas crever. Mais parce que ça demande cette énergie, il faut donner aux gens de l'énergie. Et c'est comme ça que ça sort, c'est comme ça que les émotions arrivent. C'est votre croyance, en fait, qui fait croire d'abord aux gens sur le plateau et aussi ensuite aux gens dans la salle. Vous voyez? Par exemple, cette scène dont vous parlez où il est à l'envers, moi j'étais pas du tout satisfait de cette scène d'aveu. Je me suis dit, merde, ouais, bon ben voilà, je t'ai trahi, je me suis mal conduit. Je me suis dit, mais combien de fois on a vu une scène d'aveu, etc. Et on réfléchit, et on se dit, ils sont bouleversés, et puis ceci, et puis je me dis, mais attends, il y a le faux suicide de Pio avant, et pourquoi il ne tomberait pas pendant le suicide? Ça ferait une image forte, comme vous dites, une image, on fabrique une image, un homme inversé, un menteur, qui en plus dit à quelqu'un tu m'as menti, etc. J'ai dit ah non, ça commence à être délicieux. Et puis ensuite, je vais le laisser comme ça. Et donc Gilles arrive. Et pourquoi Gilles, il se met loin de lui? Je dis merde, ça marche pas. Comment ils vont parler? Et comment je vais le garder? Il va le frapper. Ni réflexion. Spontanément, il descend, il le détache. Non, s'il le frappe, et normalement, ça allait plus loin, il revenait, il disait bon allez, je te tape plus, il le frappait une deuxième fois. Et là, Gilles allait s'asseoir plus loin et je pouvais avoir les deux personnages inversés, les deux faces. Et bon, voilà. Cette image, elle se fabrique pas uniquement par l'inspiration, elle se fabrique aussi contre quelque chose, contre le cliché. Parce que je ne sais pas si vous connaissez tous cette séquence d'Hitchcock qui dit comment il a inventé le truc avec l'avion, Cary Grant et l'avion, par où arrive le méchant. Il dit, il y a une route déserte, on attend la voiture noire, je la fais venir, c'est pas ça et tout. Et il fait venir l'avion. Et il dit, il faut toujours lutter contre le cliché. Bon, ça paraît aller de soi. Mais là, en fait, c'est juste d'être mal à l'aise avec une scène. Il dit, j'ai déjà vu cette scène. J'ai beau la rendre, essayer de la rendre un peu brillante avec des dialogues et machin, j'ai déjà vu cette scène. Mais l'autre, à l'envers, ça, je l'ai pas vu. Et là, vous vous dites, on peut fabriquer une image qui a du sens, en fait, si on veut, on peut projeter du sens. Je vais pas vous dire, avant, je me suis dit, ah, c'est un homme... je sais pas quoi, on pourrait fabriquer plein de trucs là-dessus. Mais c'est juste une image, comme vous dites. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, ça peut toujours servir, la musique, pour le message Cadec, c'est Staying Alive des Bee Gees. Et on va prendre une toute dernière question avec monsieur. J'ai un peu l'impression, du coup. Alors, je voulais vous poser une question à propos des femmes, parce que vous parliez du tandem entre le producteur et le peintre. Et là, il y a un tandem qu'on ne voit jamais réuni, qui est celui d'Anaïs de Mosquier et du Malaponce. Et moi, ça m'a un peu frappé le fait que ce soit deux actrices qui soient déjà physiquement très différentes, en fait. Avec aussi, d'un côté, du Malaponce qui est assez sensuel, et Anaïs de Mosquier qui est plutôt dans un personnage un peu plus garçon, toujours en pantalon. Donc, est-ce que c'est... Enfin, pourquoi ce choix? Alors... Bon, la première chose que je voulais pas, c'est que le personnage d'Anaïs soit un personnage spectaculaire. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'on ait une espèce d'émotion, d'empathie, qu'on comprenne qu'elle a été ramassée à 15 ans ou à 14 ans. D'ailleurs, la scène existait quand la foire était je ne sais où dans le Calvados, et puis que le père a vendu sa fille parce qu'ils ont des dettes, c'est des arrivés. Et qu'elle a grandi dans cette foire et qu'elle a un rapport au monde candide et voilà, qu'elle joue l'amour sans l'avoir jamais vécu, qu'elle le mime. Voilà. Donc je voulais pas un personnage spectaculaire et je voulais pas qu'elle soit dans la séduction, voilà, elle a un rapport au monde assez simple, inquiet, elle ne sait pas trop comment se comporter. Enfin, voilà, c'était plus un personnage. Je voulais pas qu'elle soit séduisante d'emblée. Je voulais qu'elle soit touchante et qu'ensuite sa beauté, ça vienne de là, cette espèce de révélation lente et de rapport à l'amour qui monte jusqu'à la scène sous les draps, ou par projection, parce qu'elle lit dans le livre que Pio sans chocolat, elle lit ces histoires qu'elle n'a jamais vécues d'amour, d'érotisme, etc., qu'elle projette totalement ça, et c'est vraiment pour moi le moment où elle devient vraiment belle. Et ensuite, voilà. Je voulais que ça se passe d'une façon...
absolument pas spectaculaire. Voilà. Et pour moi, ça la rend d'autant plus belle et touchante qu'elle est plus proche de nous et moins... voilà, parce que ça pouvait être une tentation, vu qu'elle est sur des planches, etc. Et j'ai failli me tromper, je vous dirais. J'ai failli me tromper de casting. Elle a sauvé le film à sa façon, Anaïs. Elle l'a bien planté, elle est derrière le personnage et on s'identifie facilement à elle. Voilà. Et Vimala, c'est autre chose, parce que Vimala, c'est quelqu'un que j'ai connu dans la vie comme ça, en croisant. Elle connaissait bien Pio, donc on se croisait de temps en temps, elle me faisait rire. Et elle vient du théâtre, du spectacle un peu physique. Mais c'est surtout, elle me faisait marrer. Voilà, je trouvais que c'était une fille qui était assez singulière et qui pouvait jouer quelqu'un qui vous fascine. Voilà, moi, j'avais rencontré quelqu'un quand j'étais plus jeune, une peintre, qui m'avait fait découvrir tout Paris, qui m'emmenait à l'hôpital éphémère, rencontrer des artistes, des peintres. Vous savez, ces gens qui savent où il faut aller, où c'est marrant, et on les regarde fascinés. Voilà, il y a des gens comme ça qui vous éclairent, des éclaireurs. Ils nous amènent dans les bons endroits, rencontrer les bonnes personnes. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, et c'est vraiment Vimala. Et Vimala, c'est l'actrice que j'ai le moins façonnée dans le film. Je l'ai laissée jouer comme elle l'entendait, et j'ai à peine touché, parce que je voulais ça, sa singularité à elle, et ce que je voyais quand je la rencontrais, je sais pas comment dire ça, moi, dans le civil, quoi. Voilà. Elle a cette façon d'être assez drôle, assez décalée qui me réjouissait. Donc j'ai plus volé que j'ai composé avec Vimala. Et puis elle pose. Vous savez, au début, elle est happée et on l'amène là et on lui demande de poser. Donc il fallait comme ça un corps qui puisse se prêter à ça, dont on comprenne qu'à un moment les peintres veuillent la peindre, la dessiner. À choisir, voilà, d'une certaine façon. Alors que Anaïs, c'est quelque chose qui lui est imposé, quoi. Peut-être, je sais pas. Elle a un rapport aussi. Elle est circassienne aussi, Malabon. Oui, bien sûr, oui. Elle a un rapport très physique au spectacle, elle porte des trucs sur sa tête, elle est marrante, elle fait des choses très singulières. Mais en fait, je vais vous raconter l'histoire. Bon, voilà, c'est marrant de raconter ça. J'étais à une émission de radio et il y avait Vimala et d'autres gens, et on est rentré en taxi parce que Vimala, elle habitait pas loin de chez moi, donc on a partagé un taxi. Et dans le taxi, je lui dis, ah, tu sais, j'ai pensé un moment à toi pour tel rôle dans tel film. Et elle m'a donné un coup de coude dans les côtes hyper fort. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est pas possible de faire ça. Et ça m'a fait marrer parce que c'était très drôle, quoi. Et c'était assez quand même gonflé. Et j'ai jamais oublié ça, quoi. Donc elle m'a choisi parce qu'elle m'a tabassé. Je l'ai choisi parce qu'elle m'a tabassé. On connaît le mode d'emploi. Pardon? On connaît le mode d'emploi. Oui, on sait comment être dans un prochain film. Je l'ai pas. Merci. Merci à vous. Mercredi dernier. Merci d'être venu si nombreux. À l'affiche. Merci à nouveau.